Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Philippe David. Merci à tous d'être avec nous dans Berkov dans tous ses états qui devient Philippe David dans tous ses états pour la semaine et c'est un plaisir d'être avec vous. N'oubliez pas, vous pouvez bien évidemment composer les 0826 300 300 pour réagir à l'actualité. Philippe, on va désormais démarrer le fait du jour. Le fait du jour avec un livre qui vous met dans tous vos états quand vous l'avez dans les mains et que vous l'avez lu. C'est un livre de la sénatrice Nathalie Goulet qui ne soutient personne, donc on peut la prendre pour la présidentielle hors temps CSA, je le dis, enfin Arcom, pardon, je le dis, je le rappelle, un excellent livre, l'abécédaire du financement du terrorisme, publié au Cherche Midi avec une préface de Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme, ce alors qu'on a passé les 100 jours du procès des attentats du 13 novembre, qu'on en a encore parlé dans le journal et qu'il se terminera, ce procès, dans à peu près 2 mois. Nathalie Goulet, bonjour. Bonjour. L'abécédaire du financement du terrorisme, c'est un pavé de 400 pages qui se lit très facilement parce que c'est un abécédaire. Comment est-il né ? Alors, vous savez que je travaille depuis longtemps à la fois sur les questions de lutte contre la fraude fiscale et contre la délinquance financière. Et qu'en 2014, 6 mois avant Charlie, j'avais demandé au Sénat une commission d'enquête sur les réseaux djihadistes, parce qu'à la suite de la lecture de l'excellent bouquin de votre collègue David Thompson sur les djihadistes français, absolument, j'avais considéré qu'on n'était pas prêt et qu'en tous les cas, on n'avait pas les outils légaux pour lutter contre ce nouveau terrorisme, ces foreign fighters, ces gens qui se convertissaient, qui partaient en Syrie, en Irak, etc. Et donc, depuis, je travaille sur ces sujets. Ces 2 sujets se percutent en réalité, à la fois la fraude fiscale, la délinquance financière et le financement du terrorisme. Les circuits sont les mêmes. Alors justement, vous parlez de 2014, le livre de David Thompson. Ouais. Qu'est-ce qu'on a appris depuis sur le financement du terrorisme ? Beaucoup de choses, vous en parlez dans votre livre. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que la lutte contre le financement du terrorisme est devenue un sujet à part entière assez récemment. En 2001, après les attentats du 11 septembre, mais par exemple à Interpol, ils ont ouvert une division de lutte contre le financement du terrorisme comme sujet à part entière qu'assez récemment. Et donc, ce qu'on a appris, c'est que le terrorisme d'État est en voie de diminution, si j'ose dire, il a pratiquement disparu. En revanche, il y a un financement extrêmement créatif, extrêmement inventif, avec des outils du quotidien qui servent à financer le terrorisme, malheureusement, low cost. Alors justement, on va parler du terrorisme low cost, mais on va parler, comme vous en parlez dans votre livre, globalement. Alors moi, je suis tombé de l'armoire, vous me passerez l'expression, quand j'ai appris que des cagnottes en ligne ou des cartes prépayées pouvaient faire de vous, de gens qui nous écoutent, des financiers du terrorisme. C'est-à-dire que non, si vous l'utilisez, si vous utilisez les outils conformément à l'usage auquel ils sont destinés, comme on dit dans les bonnes littératures, évidemment, vous financez pas le terrorisme. Oui. En revanche, tout ce qui peut être de l'argent cash, non traçable, facile à obtenir, la contrefaçon, les cartes prépayées, les cagnottes en ligne, qui ne sont pas forcément surveillées, tout ça, évidemment, peut constituer un outil de financement du terrorisme, puisque c'est le moyen d'avoir du cash rapidement. Oui, c'est-à-dire qu'une cagnotte, je vais citer une marque, mais c'est pas la seule, Litchi, peut devenir, à l'insu de Litchi, une cagnotte de financement du terrorisme. Bien sûr. Ça s'intitule comment, ce type de cagnotte ? Soutien à tel prisonnier ? Comment ça se passe ? Mais n'importe quoi. Le problème, c'est qui récupère l'argent et pourquoi faire. Et donc, depuis très récemment, les cagnottes en ligne sont soumises au contrôle de la cellule de renseignement financier, Tracfin. Oui. Ça date de quelques mois et c'est une très bonne nouvelle. C'était demandé depuis longtemps et c'est le cas maintenant. Donc Tracfin pourra avoir des déclarations de soupçons si par hasard sur des cagnottes en ligne il y a une alerte ou un soupçon finalement de financement du terreau. Mais justement, je vais vous poser une question qui n'est pas politiquement correcte. C'est écrit Sud Radio, parlons vrai. Est-ce que Tracfin est efficace dans ce domaine ? Parce que quand on voit le blanchiment d'argent, on va parler de la drogue et du terrorisme, le blanchiment d'argent, le train de vie de certaines personnes qui pourtant ont le RSA, vous avez travaillé sur la fraude sociale, on peut légitimement se poser des questions, non, Nathalie Goulet ? Alors justement, vous touchez du doigt un sujet très important. Tracfin est probablement le service le plus efficace, le plus formidable, le plus abouti depuis toutes ces années. Le renseignement financier jusque-là ne faisait pas partie de cette communauté du renseignement tellement secrète et tellement efficace, enfin de plus en plus efficace. Et donc maintenant le renseignement financier fait partie de la communauté du renseignement. Tracfin relève les déclarations de soupçons et vous avez d'ailleurs dans mon livre un certain nombre
nombre de schémas, puisque Tracfin reçoit des déclarations de soupçons, les traite. Et donc, oui, Tracfin est extrêmement efficace. Et le renseignement s'est aussi beaucoup amélioré. Mais justement, Tracfin est un service très efficace et je le défends. Je suis tout à fait fan de Tracfin. Alors justement, dans votre livre, il n'y a pas que des schémas, il y a même, je les montre, des QR codes, que je sois bien face à la caméra, là c'est bon, et pas le doigt sur le QR code, parce que vous avez fait des vidéos explicatives des différents points, parce que quand on lit la table des matières, vous voyez, c'est pas chapitre 1, nous sommes connus, c'est que des mots. Alors ça commence armes, avocat, blanchiment de capitaux, cagnotte en ligne, il y a même Covid-19, ce qui est absolument hallucinant. Oui, ça a été très vite, la fraude avec les financements liés au Covid et le détournement de ces fonds est évidemment extrêmement rapide. Vous savez, c'est toujours la guerre de l'obus et du blindage. C'est ce que vous expliquez, c'est les terroristes sont très créatifs. Le blindage est toujours plus fort que l'obus qui frappe, c'est ça? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'obus s'améliore, le blindage s'améliore. Voilà. Et donc on est toujours dans la culture du rattrapage des terroristes et des fraudeurs en réalité. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que tant qu'on n'aura pas complètement lutté contre le blanchiment, contre la corruption, contre les paradis fiscaux, contre les ports francs, qui sont des outils de blanchiment d'argent, alors on luttera moins bien contre le financement du terrorisme parce que les circuits de la grande délinquance sont les mêmes. Mais on n'y arrivera jamais. Enfin, désolé d'être négatif, mais vous voyez les Pandora Papers, les Panama Papers, les paradis fiscaux, on n'en finira jamais avec eux. Non, effectivement, on est un peu mou du genou sur le sujet. L'expression est imagée. Voilà. Vous avez notamment une interview très intéressante de Ana Gomes, ancienne députée portugaise, qui a vice-présidé la commission sur les Panama Papers au Parlement européen et qui explique son désarroi teinté de colère en disant mais finalement est-ce qu'on n'est pas là pour défendre les paradis fiscaux au lieu de s'occuper de les faire disparaître, et c'est vraiment un sujet, et si vous voulez il y a un scandale, une annonce, une loi. Un scandale, une annonce, une loi, mais la réalité, c'est que ça se passe pas comme ça dans la réalité. Nicolas Sarkozy avait annoncé au sommet de Deauville d'un G7 ou d'un G15, je ne me rappelle plus, ou d'un G8, peu importe. Ou d'un G20, mais... Peu importe, les paradis fiscaux, peu importe, le ravioli, la boîte est la même. Les paradis fiscaux, c'est fini, mais c'est pas vrai. Et d'ailleurs, vous avez là-bas tous les trafics, y compris dans les ports francs. Et ça, c'est vraiment très, très ennuyeux parce qu'on garde des espaces d'opacité où, évidemment, le financement peut se faire à l'abri, évidemment, des contrôles. Et des regards et des contrôles. Bien sûr. Justement, dans votre table des matières, il y a deux mots qui m'ont marqué. Enfin, il y en a plusieurs. Œuvres d'art et chocolat. Ouais. On peut financer du terrorisme avec des œuvres d'art et du chocolat? Alors les œuvres d'art, c'est un vrai sujet et c'est un sujet d'actualité. Un collectionneur américain a rendu en décembre 70 millions d'œuvres d'art volées. Rapprochez-vous du micro. 70 millions d'œuvres d'art volées en décembre 2021, là. Oui, récemment. On ne sait pas combien il a pris de sanctions avec ça. 70 millions d'œuvres d'art volées payées à des malfaisants, ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Et donc oui, il y a du trafic d'œuvres d'art, on l'a vu avec la Syrie, avec l'Irak. Oui, c'est scandaleux. Oui, on y travaille. Et oui, on essaye de lutter contre ça, puisque en réalité, une partie des œuvres d'art est assez connue et ne devrait pas permettre ce trafic. Et pourtant, il le permet. Alors, il y a un mot qui m'a fait une fois de plus tomber de l'armoire. Vous allez me dire, je vais avoir beaucoup de bleu maintenant. Page 204, le mot impôt. Ah oui, alors... Et là, vous expliquez qu'avec nos impôts, absolument, on peut financer le terrorisme. Oui. Et comme on paye tous des impôts, même les personnes qui ne payent pas d'IRPP, elles payent de la TVA en achetant une baguette de pain. Expliquez-nous, parce que là, on tombe par terre. Alors là, vous avez plusieurs étages de la fusée, et c'est un sujet qui, moi, vraiment m'a beaucoup agacé, sur lequel j'ai pas de solution. Vous avez des tas d'associations qui collectent de l'argent et qui obtiennent des déductions fiscales. Absolument. Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple qui est dans le livre, qui a été l'objet d'une question d'actualité au Sénat, etc. Vous avez un collecteur connu des services qui vient de Mauritanie pour collecter de l'argent pour une école d'ouléma, donc une école coranique en Mauritanie. Premier étage de la fusée, il arrive en France. C'est pas les Français qui ont donné le visa Schengen, mais il arrive quand même en France. Deuxième étage de la fusée, il collecte de l'argent. Dans une tournée qui ressemble aux adieux de Johnny Hallyday, il tourne dans toute la France. Mais en moins rock'n'roll quand même. En moins rock'n'roll, mais en quand même très ennuyeux. Mais la fiche
qui est dans le dossier, montre à quel point il tourne. Donc il collecte de l'argent. 2e étage de la fusée. 3e étage de la fusée, on apprend des services mauritaniens que l'école d'Oulema, financée par ces collectes, est fermée par les autorités mauritaniennes pour ses liens avec les frères musulmans. Donc, je recommence. Une personne douteuse vient en France, collecte de l'argent pour une école coranique fermée par les autorités mauritaniennes pour cause de ses liens avec les frères musulmans. Et non seulement il collecte, mais sur la fiche de collecte, c'est déductible d'impôt. Voilà. Donc à hauteur de 66% théoriquement. Voilà. Ça veut dire que l'ensemble des contribuables, puisque la déduction d'impôt retombe sur l'ensemble des contribuables. Oui. L'ensemble des contribuables finance cette école coranique qui va former des gens, qui vont apprendre à tirer contre nos soldats au Sahel. Voilà. Et ben moi, je suis pas d'accord. Mais c'est totalement hallucinant, Nathalie Goulet. Vous parliez, vous êtes battue au Sénat notamment contre la fraude sociale. Oui. On a l'impression que c'est la même chose. On envoie de l'argent et on ne regarde même pas. L'argent public, c'est pas quelque chose d'important pour les gens qui nous dirigent. Mais alors, on va mettre la fraude sociale sur le côté parce que. Non mais parce que c'est dans les deux cas de figure. Tracfin mentionne aussi des réseaux liés à ce sujet. C'est d'ailleurs dans le dossier, mais pas du tout de la même façon que ça a été traité précédemment. Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a un référé de la Cour des comptes qui dit attention. Le contrôle du financement des associations n'est pas suffisant. Vous comprenez bien que vous ne pouvez pas contrôler toutes les associations qui proposent des déductions fiscales. Oui. Ben voilà, parce que si vous donc si vous voulez, il y a là un problème institutionnel qu'il va falloir régler, mais ça ne peut pas se faire comme ça parce qu'il faut beaucoup plus de personnel. Et puis il y a des milliers d'associations en France. Et c'est toujours pareil. Cette histoire d'école coranique en Mauritanie était tellement choquante que le ministre Castaner, à l'époque, a bredouillé une réponse qui était ce qu'elle était. Mais le résultat est toujours le même, ça continue. Alors justement, vous parlez également de la drogue. Oui. La drogue, on nous dit d'habitude que la drogue dans les quartiers, c'est ce qui permet de protéger les quartiers d'une certaine forme d'islamisme. Mais ça finance aussi le terrorisme. Oui, parce qu'évidemment, c'est un trafic qui produit d'abord des espèces, et ensuite qui est un trafic florissant, parce que les derniers chiffres de l'ONU sur la division qui s'occupe du crime et de la drogue montrent qu'il y a 241 millions de personnes dans le monde qui utilisent de la drogue entre 15 et 65 ans, je crois. Enfin, les chiffres sont astronomiques, et les montants liés à ce trafic sont aussi astronomiques. Alors, des opérations terrorisme, il y a tous les styles. Il y a l'opération hyper organisée, comme le 11 septembre 2001, où on détourne des avions, on a fait des stages de pilotage. Et il y a Nice, où on vole un camion, on prend un camion, un poids lourd, 19 tonnes, je crois, et on fonce dans la foule. C'est vraiment du terrorisme low cost. Ça se finance de la même manière, Nathalie Goulet ? Oui, ça peut se financer de la même manière. D'ailleurs, les terroristes du Bataclan ont financé une partie de leurs opérations, d'abord avec des cartes prépayées, ça a été prouvé. On en a parlé au début, et puis de la contrefaçon. Donc quand vous achetez une fausse chemise Lacoste, Rastro, je sais pas où en Espagne, ou un faux sac Chanel, vous pouvez à l'insu de votre plein gré financer des réseaux mafieux qui ensuite financent des réseaux terroristes. Et vous parliez de la drogue tout à l'heure, et j'ai oublié un point qui est important, c'est qu'on a trouvé des liens entre les cartels de Medellín, de trafic de drogue, et puis Al-Qaïda au Sinaï, par exemple. Oui, alors qu'on imaginait plus des narco-États comme l'Afghanistan. Mais ça va recommencer. Ça va recommencer pour vous avec la chute de l'Afghanistan aux mains des talibans ? Il y a dans le dossier, et grâce à vos collègues du Monde qui m'ont autorisé la reproduction, toute une enquête sur la façon dont les talibans financent le trafic de drogue. Et donc qui dit le trafic de drogue dit cash, qui dit cash dit opacité, qui dit opacité dit multi-usage. Vous avez dit au début de l'interview qu'il y avait beaucoup moins d'États terroristes qu'à une certaine époque. Oui. Le terrorisme d'État a changé de nature, oui. Il y a encore quelques États terroristes. On peut supputer que l'Afghanistan des talibans, qui ont pratiqué le terrorisme quand ils ont fait tomber l'Afghanistan à partir de 96, pourrait récidiver. Sans tomber dans l'accusation... Oui, enfin, si vous voulez voir ce qui s'est passé, le nombre de morts, les efforts déployés, les dépenses multiples et variées pour voir les talibans remplacés par les talibans, c'est quand même l'échec de la communauté internationale. Et je pense que le terrorisme a encore malheureusement de beaux jours devant lui et qu'il faut être un peu vigilant, c'est l'idée. Dernière question, que faire pour assécher les financements du terrorisme ? Lutter contre la fraude fiscale. Ça commence par là ? Oui. Et à tous les niveaux ? Le blanchiment.
Le blanchiment. Le blanchiment d'argent, puisque tout ce qui va vous donner du cash rapide, utilisable, non traçable, ça peut financer le terrorisme. Voilà. Un livre à lire absolument. Nathalie Goulet, sénatrice de l'Orne, l'abécédaire du financement du terrorisme, avec une préface de Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme. Alors évidemment, on ne peut pas voir les 400 pages en un quart d'heure, mais il y a par exemple les ONG, évidemment on a parlé des paradis fiscaux, le racket, les SCI, les sociétés civiles immobilières. Mais oui. C'est complètement fou, c'est publié au Cherche Midi, et c'est un livre à se procurer. Je vais vous dire, vous en apprenez, comme on dit de manière un peu triviale, des vertes et des pas mûres. Merci beaucoup Nathalie Goulet. Merci de votre invitation. Merci beaucoup, restez avec nous sur Sud Radio, on va aborder les huées, les bravos. Bien évidemment, on va notamment parler de la gifle de Will Smith, hallucinante gifle, et on va se poser la question, est-ce que finalement on ne sait plus du tout rire de tout? Et juste après, bien évidemment jusqu'à 14h, on sera dans le face-à-face, on va recevoir Laetitia Strauch-Bonnard, éditorialiste au Point, auteur de la France aux éditions Presse de la Cité, et on va se poser la question, est-ce que oui ou non la France est en déclin? Restez avec nous sur Sud Radio.